Accueillez Alexis Dorel-Jonca, Security Intelligence Team Lead pour I7 dans cette conférence présentée à l'occasion de l'événement Le Sécure. Bonne conférence! Alors bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être ici pour vous parler d'un sujet que, en fait, j'ai pas vraiment l'habitude de parler en conférence. Aujourd'hui, on va parler de comment ça se passe quand une compagnie de sécurité privée comme I7 collabore avec des policiers pour mener des enquêtes en cybercriminalité. Alors, avant de commencer, je vais prendre une petite minute pour me présenter. En fait, je suis super content d'être ici parce que c'est un peu pour moi un retour aux sources. Je suis un garçon de Québec, j'ai étudié au Cégep Garneau, à l'Université Laval, puis j'ai déménagé à Montréal il y a environ une dizaine d'années pour aider I7 à mettre sur pied un centre de R&D spécialisé en recherche sur les logiciels malveillants. Aujourd'hui, je me trouve à diriger ce centre-là avec une équipe d'une douzaine de chercheurs. Et notre but, à nous, c'est de partir à la chasse, à essayer de traquer des nouvelles attaques et de les analyser vraiment de A à Z. Donc, on parle de trouver comment les attaques se propagent, hein, comment l'infection se fait sur les systèmes qui sont visés. On va même trouver c'est quoi le motif derrière l'attaque. Est-ce que le but, c'est de faire de l'espionnage, voler des documents confidentiels, monétiser, faire de l'argent de différentes façons, comme par le déploiement de rançongiciels et toutes sortes de choses. Et pourquoi on fait ça? En fait, I7, c'est une compagnie d'antivirus. Notre but, c'est de garder nos utilisateurs en sécurité contre toutes les menaces sur Internet. Et j'ai pour mon dire qu'on ne peut pas protéger adéquatement nos clients contre des menaces qu'on ne comprend pas complètement. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on fait notre travail. Donc, je suis excité d'être ici pour vous parler pas de la dernière attaque qu'on a découverte ou qu'on a analysée, mais d'un espèce d'autre angle sur lequel on travaille et qui cadre parfaitement dans nos travaux là, à tous les jours. C'est de travailler avec les forces policières pour enquêter sur ces crimes-là et aller une étape plus loin. Donc, ça ici, c'est le genre de nouvelles qu'on voit passer une fois que les opérations policières sont terminées. Donc, on entend parler d'un botnet qui a été fait fermer par les policiers ou même à l'occasion, il y a des arrestations des gens qui sont mis derrière les barreaux. Mais comment font les policiers pour en arriver là, pour arrêter les criminels même à la fin? Donc, je vais vous parler vraiment du rôle que notre compagnie ou que toutes les compagnies de sécurité qui s'impliquent dans ce genre d'opérations-là vont mener dans ces enquêtes. Il faut savoir que dans l'univers de la cybercriminalité, il y a un gros problème de juridiction. Ça arrive pratiquement jamais que la victime, le ou les criminels et l'infrastructure utilisée pour supporter les attaques se trouvent dans le même pays. Donc, c'est vraiment commun pour les forces de l'ordre de différents pays de communiquer entre eux et de collaborer sur des enquêtes. Et à l'occasion, des compagnies privées vont se joindre aux efforts pour en apporter davantage pour faciliter le travail. Chez I7, on a été impliqué dans une série d'enquêtes au fil des années. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler, pour commencer, des deux grandes contributions qu'on peut amener dans une enquête, puis je vais illustrer ça par 3 études de cas. Donc, la première chose qu'on est capable de fournir, c'est une sorte de cartographie, là, de lister ou d'énumérer toute l'infrastructure qui est derrière une cyberattaque de façon systématique et aussi à grande échelle. Donc, concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez-vous que vous êtes en train d'analyser, d'étudier un botnet et votre objectif, c'est de le faire fermer, carrément de l'éradiquer, là, de faire perdre le contrôle au système infecté à l'attaquant là, qui est derrière l'attaque. Comment vous commencez ou comment vous y prendriez? Bien, en fait, il faut commencer par découvrir l'entièreté de l'infrastructure qui est derrière l'attaque et tout d'un coup, bien, tout faire fermer instantanément. Donc, ça coupe le lien de communication entre l'attaquant et ses postes infectés et c'est terminé, le botnet est fermé. Donc, dans certains cas, faire ça, c'est relativement facile. On pourrait penser à prendre quelques échantillons de logiciels malveillants. On les étudie, on peut les exécuter dans des sandbox, des systèmes automatisés, et on va extraire les noms de domaine et les adresses IP qui sont contactés par le logiciel malveillant. Ensuite, on appelle les fournisseurs de services. On leur demande tout gentiment de suspendre le service ou de faire fermer les comptes. Et voilà, on a gagné. Mais la réalité, évidemment, c'est pas mal plus compliqué que ça. Les botnets d'importance, ceux qui ont un impact significatif sur Internet, sont montés de façon beaucoup plus complexe. Dans le fond,
imaginez, par exemple, un logiciel malveillant qui est vendu en kit. Donc, sur le dark web, n'importe qui peut faire l'acquisition du logiciel malveillant et monter son propre petit botnet à lui, avec son infrastructure distincte. Donc, dans des cas comme ça, on doit être capable de mettre la main sur des échantillons de tous ces botnets-là et de les analyser un par un et d'extraire l'information sur l'infrastructure de l'ensemble de tous ces botnets pour éventuellement en arriver à pouvoir les faire fermer en même temps. Donc ensuite, une compagnie peut évidemment fournir des détails techniques sur des cyberattaques en faisant des analyses en profondeur. Donc je l'ai dit précédemment, c'est principalement notre rôle de mon équipe de faire ce genre de travail. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble extrêmement détaillée de toute l'attaque. Ça peut révéler des détails cruciaux à l'enquête, comme par exemple la manière dont les attaquants vont monétiser leur attaque, ou même à l'occasion l'identification directe de victimes. Donc, voici les 3 cas dont je vais vous parler aujourd'hui. En premier, je vais vous parler d'Andromeda, qui est connu sous d'autres noms, là, Gamaru ou Wokos. Donc, Andromeda, c'est un kit qui est vendu ou qui était vendu sur Internet. Et au cours de notre enquête, on a analysé plus de 5 millions d'échantillons d'Andromeda différents. Cette analyse-là a révélé plus de 1000 noms de domaine et adresses IP qui supportaient les différents botnets montés avec Andromeda. Le second cas, c'est le cas de TrickBot, qui est probablement très connu, plus connu qu'Andromeda en fait. Et pour celui-ci, on a analysé environ 125 000 échantillons différents qui nous ont donné 3500 noms de domaine ou adresses IP impliqués dans la gestion du botnet de TrickBot. Le troisième cas, c'est le cas d'opération Windigo. Donc, c'est une investigation qui a été faite de façon très différente des 2 autres parce que la majorité du travail a été fait à la main. Au cours de cette enquête-là, on a pu identifier des dizaines de milliers de serveurs Linux qui étaient compromis par les attaquants. Ces serveurs-là étaient utilisés pour envoyer des dizaines de millions de courriels par jour. D'autres étaient utilisés pour rediriger des requêtes web faites vers des sites web légitimes. Donc, on parle d'1 demi-million de redirections à chaque jour vers du contenu non désiré. Donc, on va rentrer dans le détail de comment on arrive à suivre à la trace des botnets comme Andromeda et TrickBot. Donc, pour commencer, à chaque jour, dans notre laboratoire, on reçoit des échantillons, des fichiers, soit des fichiers suspects ou carrément malveillants. On reçoit ça de différentes sources, par exemple de VirusTotal. On a aussi des partenaires dans l'industrie avec qui on échange l'information sur une base quotidienne. Et on reçoit aussi beaucoup d'informations de la part de notre clientèle, des gens qui ont nos produits installés chez eux. Et là, je vous pose une question. Combien de ce genre de fichiers croyez-vous qu'on reçoit à chaque jour? Donc, je parle de fichiers suspects ou malveillants, uniques, qu'on n'a jamais vus auparavant, qui arrivent à tous les jours. Essayez d'imaginer un chiffre dans votre tête. En fait, la réponse, c'est en moyenne 350 000 fichiers à chaque jour à traiter. Donc, évidemment, on n'analyse pas tout ça à la main. Et tous ces fichiers-là vont passer à travers un certain pipeline. Donc, on a bâti une série de systèmes automatisés. On peut voir ça comme des sandbox, mais tout bâti un peu différemment pour aller extraire l'information spécifique de chacun des échantillons. Et à la fin de ce processus-là, on est capable de prendre une décision, à savoir est-ce que c'était vraiment malveillant ou pas, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de connu ou quelque chose de totalement nouveau? Et là, d'un point de vue détection, on est une compagnie d'antivirus, donc on se doit de maintenir des détections appropriées pour tout ce qui est malveillant, qui pourrait toucher nos usagers. Donc, les fichiers qui sont jugés malveillants et qu'on détecte peu ou pas du tout, à ce moment-là, il y a une nouvelle détection qui est créée, soit automatiquement ou par un humain. Donc ça, c'est pour la partie détection. Maintenant, on a aussi une partie qui est automatisée pour faire la traque de botnet. Donc, on a étendu, on a rajouté une fonctionnalité à ce pipeline-là que je viens de vous montrer, qu'on a appelé absolument simplement le botnet tracker.
Donc, c'est évidemment un système complètement automatisé ou presque automatisé qui permet d'extraire l'information très spécifique à partir des échantillons qui lui sont soumis. Le système va extraire l'information qu'on a besoin pour faire la traque de botnet, entre autres les informations sur l'infrastructure de contrôle. On a investi dans Botnet Tracker plusieurs années de développement et en fait, c'est du développement continu. On a des analystes qui vont créer des bouts de code ou des modules qui vont être spécifiques à certains logiciels malveillants qu'on veut étudier ou qu'on veut suivre à la trace. Donc, on peut penser à des bouts de code qui vont aller déchiffrer des bouts de logiciels malveillants pour aller voir l'information en texte clair, ce genre de trucs. Et bon, comme j'ai dit, cette partie-là est faite manuellement par des analystes qui sont dédiés à ça et qui doivent suivre toute l'évolution des logiciels malveillants qu'on suit parce que les attaquants vont constamment changer leur protocole ou la façon de se cacher, de se camoufler de nos analyses. Botnet Tracker a aussi un module de gestion de réseau dynamique. Ça nous permet de communiquer avec l'infrastructure de contrôle des botnets en provenance de différents pays. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs botnets qui vont gérer différemment des victimes selon le pays dans lequel elles se trouvent. Donc, on veut vraiment avoir une vue d'ensemble le plus complète possible. Bon, ceci étant dit, on va se lancer dans la première investigation que je veux vous parler. Une investigation qu'on a faite conjointement il y a environ 4 ou 5 ans avec notamment Europol, le FBI, le département de la justice américain et aussi d'autres partenaires de l'industrie privée. Et notre but, c'était de déstabiliser l'écosystème Andromeda. Donc, en fait, contrairement au communiqué de presse que vous voyez ici d'Europol, Andromeda, ça n'a jamais été un botnet. Hein. Comme je l'ai dit, là, il y avait plusieurs botnets Andromeda. Alors, je vais corriger le communiqué à l'instant. Donc, il y a vraiment eu plusieurs botnets de touchés par l'opération. Donc, Andromeda était vendu sur des forums spécialisés. En fait, une des premières versions d'Andromeda a même été fuitée et à peu près n'importe qui pouvait récupérer le logiciel malveillant et créer son propre botnet pratiquement gratuitement. Mais sinon, Andromeda, c'était un logiciel malveillant qui était facile à obtenir, facile à déployer, super modulaire et aussi vraiment très abordable. Donc, ça a été vraiment un logiciel malveillant très, très populaire. En fait, à son pic de popularité, Andromeda était détecté par nos produits dans à peu près tous les pays du monde, à l'exception de 4 pays très, très spécifiques. La Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et le Bélarus. Cette anomalie-là, on l'a expliqué assez tôt dans notre analyse, c'est qu'en fait, au tout début de la routine d'infection, dans le logiciel malveillant, il y avait une partie qui vérifiait la configuration du clavier sur le système qui était en cours d'infection. Et si la configuration du clavier correspondait aux configurations standards d'un de ces 4 pays-là, l'infection arrêtait et le système était laissé non infecté. Ce genre de vérification-là, c'est quand même assez courant. Là. Les logiciels malveillants ont chacun leur raison d'éviter ou de cibler certains pays en particulier. Mais quand on a découvert ça, on n'avait absolument aucune idée de l'impact que cette petite routine de vérification-là allait avoir sur la fin de l'enquête. Donc, j'ai dit tantôt, Andromeda, c'est très modulaire. Il y avait plusieurs fonctionnalités qui étaient offertes à leurs clients. Donc, dans le cœur d'Andromeda même, il y avait du code pour faire du vol d'informations d'identification, donc des logins, des mots de passe. Andromeda permettait aussi de déployer des logiciels malveillants supplémentaires et de voler ce qui était tapé sur le clavier des victimes. Il y avait aussi une série de plugins qui étaient optionnels, donc l'acquéreur pouvait payer quelques dollars de plus pour avoir d'autres modules pour des besoins plus spécialisés. Maintenant, au niveau des mécanismes de propagation, donc comment Andromeda était propagé pour infecter des nouveaux systèmes, ça variait d'un opérateur à l'autre. Il n'y avait pas de fonctionnalité nécessairement built-in ou standard dans Andromeda, donc ça dépendait de chacun des opérateurs de botnet. Mais principalement, on a vu une propagation par messagerie instantanée là, sur les réseaux sociaux, par clé USB et par le courriel aussi également. Et l'objectif final des botnets qui roulaient sur Andromeda aussi variait d'un botnet à l'autre, d'un opérateur à l'autre, mais ce qu'on a vu le plus, c'est que les opérateurs vendaient un service de pay per install. Et ça, dans le fond, c'est un service où
des gens vont payer pour faire installer un logiciel malveillant sur un poste qui était déjà infecté par Andromeda. Donc, c'est comme ça que les opérateurs faisaient un peu d'argent. Donc, si on retourne à notre investigation, à notre enquête pour tenter de tout déstabiliser l'écosystème d'Andromeda, donc avant de lancer quelque action que ce soit, avant que la police prenne action, là, par quelle étape pensez-vous qu'ils ont dû commencer? Et je l'ai dit tantôt, il fallait bâtir la liste complète de l'infrastructure qui supportait tous les botnets basés sur Andromeda. Il fallait aussi évidemment maintenir cette liste-là à jour parce que travailler avec les policiers, il faut aussi s'armer de patience. Ce n'est pas le genre de travail qui se fait en quelques jours, en quelques semaines. On parle de mois et parfois même d'années. Donc, on a dû avoir des mécanismes automatiques pour maintenir la liste des serveurs impliqués dans les opérations à jour en temps presque réel. On devait aussi faire attention pour identifier dans cette liste-là des serveurs amis, parce qu'on savait qu'au moment où on faisait notre enquête, il y avait d'autres chercheurs à qui on ne parlait pas nécessairement, qui avaient monté des faux serveurs de contrôle pour tenter de jouer avec l'infrastructure et avoir de l'information sur les victimes, par exemple. Donc, on ne voulait pas affecter ces chercheurs-là qui faisaient un travail de recherche et non pas qui ne participaient pas à l'opération criminelle. Donc, pour bâtir et maintenir toute cette liste-là, on a monté un module spécifique pour Andromeda dans Botnet Tracker. Tous les jours, on a analysé les nouveaux échantillons d'Andromeda qui entraient dans nos systèmes. On parle d'environ 10 000 fichiers par jour. Donc, c'était quand même beaucoup de processing. Et on extrait avec ça toute l'information dont on avait besoin. Et évidemment, on a partagé cette information-là avec le groupe de travail. J'ai dit qu'il y avait d'autres partenaires de l'industrie privée avec nous. Et c'est important de dire qu'il n'y a pas une organisation qui peut dire qu'il y a une vue d'ensemble complète sur une cyberattaque qui affecte globalement la planète. On a tous nos angles morts. Donc, c'est super important de mettre en commun la visibilité de quelques organisations, au moins quelques organisations. On met tout ça en commun pour avoir une chance d'avoir la vue complète de ce qui se passe. Donc, après des mois et des mois de track, de suivi, d'analyse, le groupe a décidé de passer à l'action. Le jour, le D-Day, le Disruption Day qu'on appelle, la liste contenait environ 1200 adresses IP ou noms de domaine qui étaient utilisés pour supporter les botnets. Ces serveurs-là étaient hébergés principalement dans 4 pays, aux États-Unis, en Russie, en Chine et aux Pays-Bas. Et toute cette infrastructure-là contrôlait environ 500 botnets distincts. Donc, il y a eu beaucoup de coordination qui a été faite par le groupe pour réussir à saisir ou faire fermer une portion importante de ces serveurs-là. Et pour les serveurs qui ont pu être saisis, le trafic a été redirigé vers un sinkhole central. Un sinkhole, en fait, c'est un serveur qui fait juste recevoir les communications des postes infectés et qui n'envoie pas de commandes. Donc, ça nous a permis d'analyser ces données-là et de contacter les victimes, les gens qui étaient infectés par Andromeda un peu partout sur la planète et les aider à nettoyer leur système. Au total, on a vu plus de 1 million de systèmes infectés se connecter à notre sinkhole. Donc, c'est vraiment très, très, très significatif comme ordre de grandeur. Dans les jours qui ont suivi cette opération-là, nous, de notre côté, on n'avait plus rien à faire. On pouvait juste regarder nos statistiques de détection d'Andromeda chez nos clients. Et la chute a été sans équivoque, ça a été très, très brutal parce qu'en fait, les opérateurs de botnet ont vraiment hésité avant d'essayer de relancer leur botnet avec Andromeda. Ça avait fait très mauvaise presse. Disons que le lien de confiance était pratiquement rompu entre les opérateurs de botnet et Andromeda comme logiciel malveillant. Donc, pendant qu'on regardait toutes ces statistiques-là défiler, on a appris par les nouvelles que le présumé créateur d'Andromeda venait d'être arrêté. Donc, encore une fois, je vais clarifier un autre type de nouvelle. Là. Ce qui venait de se passer, ce n'était pas un opérateur de botnet. C'était vraiment la personne qui a écrit le code source pour le logiciel malveillant et qui le vendait sur Internet pour faire son argent. Donc, pour être parfaitement honnête, on n'avait même pas été informé qu'il y avait ce genre d'enquête-là qui était faite en parallèle à notre opération pour déstabiliser l'écosystème, ce qui est parfaitement correct. On n'avait pas besoin de le savoir. Et c'était vraiment une bonne nouvelle. En fait,
donner un grand coup dans l'infrastructure utilisée pour effectuer des cyberattaques, oui, ça a un impact positif sur la sécurité de nos usagers, sur la sécurité sur Internet en général, mais on ne se cachera pas que l'impact est généralement assez à court terme. Et si on veut avoir un vrai effet à long terme, il faut être capable d'aller plus loin, puis d'identifier les gens qui sont derrière l'attaque et de les traduire en justice. Donc, dans ce cas-ci, il y a eu arrestation et on a suivi le déroulement du procès avec intérêt de notre bureau au Québec. Le suspect qui a été arrêté s'appelait Sergueï Yarets. Il a patienté un petit bout de temps en prison avant de subir son procès au Bélarus. Et vous vous souvenez de la liste des 4 pays sur lesquels on voyait très peu de détection, hein? Le Bélarus en faisait partie. Mais au cours du procès, le juge a littéralement dit qu'il avait été impressionné par le fait que Andromeda faisait exprès pour ne pas infecter des systèmes dans son pays, hein, au Bélarus et dans les pays avoisinants. Et comme il n'y avait à peu près aucun impact négatif localement dans sa juridiction, il a offert au suspect de laisser tomber toutes les accusations en échange de 2 conditions. Yarets devait collaborer avec les autorités et remettre l'ensemble des profits qu'il a générés avec la vente de son botnet. Et là, pour une raison, un calcul obscur, ce montant-là a été estimé à 5 000 US. Donc, vous comprendrez que Yarets a sauté sur cette offre. Et ça, c'est le premier tweet qu'il a fait en sortant de prison. C'est écrit « Je suis libre » en russe. Alors, si on résume ce qui s'est passé avec Andromeda, rapidement, notre coopération avec le groupe de travail a permis de maintenir cette liste-là d'infrastructures utilisées pour les botnets. Le groupe a été capable de saisir une portion significative de ces serveurs-là et de les rediriger vers un sinkhole, ce qui a permis de retirer à peu près 1 million de postes du contrôle d'attaquants qui voulaient, dans le fond, qui avaient le contrôle sur ces systèmes-là. Et en plus, le créateur du logiciel malveillant comme tel a été arrêté, jugé. Et malheureusement, il n'y a peut-être pas eu une sentence qui était équivalente aux dommages que son logiciel malveillant a causé partout sur la planète. Mais ça, c'est une partie pour laquelle on n'a pratiquement pas de contrôle. Donc, je vais passer maintenant à un cas un peu plus récent, celui de TrickBot. Donc, on a participé à une opération conjointe avec Microsoft et d'autres partenaires. Et comme dans le cas d'Andromeda, notre rôle à nous, c'était d'aider à cartographier l'infrastructure derrière TrickBot. C'est un logiciel malveillant qui est pas mal plus connu qu'Andromeda. Peut-être certaines personnes qui m'écoutaient en ce moment ont eu à gérer des infections avec ce logiciel malveillant-là dans vos organisations. TrickBot est très agressif, beaucoup mieux organisé que les infections par Andromeda. En fait, TrickBot, c'est un seul botnet dans ce cas-ci. Donc, c'est un seul groupe qui opère l'entièreté du botnet et non pas plein de petits opérateurs. En 2020 seulement, notre botnet tracker a analysé environ 125 000 échantillons uniques de TrickBot et on a été capable de déchiffrer environ 40 000 fichiers de configuration qui contiennent les paramètres de base pour lancer une infection de TrickBot. Alors, TrickBot, c'est un logiciel malveillant, c'est vieux. On a créé notre première détection, nous, à la fin des années 2016. Et durant toutes ces années-là, TrickBot a pris de l'ampleur, a vraiment pris de la place comme étant un des gros botnets en activité sur Internet. On a eu de la détection partout, là, dans à peu près tous les pays. Donc, c'était vraiment... les cibles, c'était pratiquement tout le monde. Au fil des années, les gens derrière TrickBot ont développé plusieurs techniques pour propager leurs infections sur des nouveaux systèmes. Et une des dernières techniques qu'ils ont utilisées, c'était eux-mêmes d'être clients de services de Paper Install. Et le service qui a été retenu le plus souvent, c'était le service offert par un autre botnet connu, celui d'Emotet. Donc, il y avait une certaine collaboration entre les deux groupes. Les gens de TrickBot payaient les gens d'Emotet pour installer du TrickBot sur des postes infectés par Emotet. Et qu'est-ce que ça faisait, TrickBot? Bon, historiquement, c'était un trojan bancaire, donc ça volait des informations financières et ça essayait de faire des transferts frauduleux pour voler de l'argent chez leurs victimes. Mais au fil du temps, l'architecture modulaire de TrickBot a été utilisée pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. On parle entre autres de vol, pas seulement de login de mots de passe bancaire, mais de toutes sortes. On a vu aussi
vers la fin, le TrickBot être utilisé comme point de départ pour lancer d'autres attaques, comme des attaques au rançongiciel. Rapidement, je vais vous parler d'une petite particularité technique qui est l'utilisation des fichiers de configuration. J'ai dit tantôt, notre botnet tracker a déchiffré environ 40 000 fichiers de configuration, là. Donc, le fichier principal est chiffré. Il contient la liste primaire des serveurs de contrôle à utiliser par le logiciel malveillant et la liste des plugins à télécharger lors de l'infection initiale. Et en plus de ce fichier principal-là, il y a certains des plugins qui ont leur propre fichier de configuration avec leurs propres informations dedans. Et ces fichiers de configuration-là sont téléchargés dynamiquement à partir des serveurs de contrôle principaux. Et ensuite, donc, le module principal va se connecter à un des serveurs de contrôle qui est dans sa configuration. Il va obtenir une liste de serveurs secondaires. Et c'est à partir de ces serveurs secondaires-là que les plugins vont être téléchargés puis installés sur le poste infecté. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Là. Je ne suis pas sûr que je me suis suivi moi-même, là, mais en fait, pour dire tout simplement, là, récupérer la liste de tous les serveurs, tous les noms de domaines qui sont impliqués dans le déploiement puis l'installation de TrickBot, c'était vraiment pas simple. Ça demandait beaucoup de travail pour tout comprendre, les mécanismes, les modules, les plugins et tout, pour avoir quelque chose de fiable et d'exhaustif. Donc, la traque n'a pas été facile, mais l'opération, je pense qu'on peut la qualifier de succès quand même. Quelques jours après le D-Day, Disruption Day, Microsoft a confirmé que 94 % de l'infrastructure qu'on avait listée avait été saisie ou mise hors ligne. Donc, dans les semaines qui ont suivi, TrickBot a tenté de remonter certaines parties du botnet, mais au fur et à mesure, Microsoft réagissait et faisait fermer les nouveaux serveurs. Donc, ça a duré un certain temps. Alors, passons à mon troisième cas, un troisième type d'investigation qui est très, très, très différente de ce qu'on a vu avec Andromeda et TrickBot. Donc, l'objectif là, qu'on a pu observer derrière les botnets d'Andromeda et de TrickBot, c'était relativement facile à concevoir avec un peu d'analyse. Mais dans certains cas, on se retrouve à analyser des fichiers qu'on sait pertinemment qu'ils sont malveillants. On en a la démonstration en faisant l'analyse, mais on n'a aucune façon de savoir à quoi ils servent au final, à part infecter un poste et en donner le contrôle à un attaquant. Donc, dans ces cas-là, il faut faire de l'analyse en profondeur à la main. Botnet Tracker n'est pas vraiment utile dans ce cas-là. Donc, on doit se lancer dans un processus qui est beaucoup plus long. Ça implique beaucoup de rétro-ingénierie, l'analyse de protocoles de communication, des fois de la cryptographie et d'autres différentes techniques d'analyse pour être capable de comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, oui, d'un côté, ça demande énormément de temps, mais d'un autre côté, ça permet d'exposer des attaques qui, autrement, seraient passées sous le radar pendant très longtemps si on n'avait pas pris la peine de faire le travail comme il faut. Donc, pour expliquer concrètement ce que je veux dire, je vais vous parler d'une enquête qu'on a menée avec le FBI en 2014 qui a éventuellement mené à l'arrestation et à l'emprisonnement d'un Russe qui était en partie responsable de cette attaque-là. Donc, je vais vous parler de l'opération Windigo. Donc, c'est une attaque qu'on a découverte chez I7 en 2013 et c'est la plus grosse investigation de notre histoire, même si ça date déjà de plusieurs années. Ça a commencé par l'analyse d'une backdoor OpenSSH qui était très complexe. On avait rarement vu quelque chose aussi complexe que ça. Et quelques mois suivants, on a analysé un module malveillant pour le serveur web Apache. Et on a fini par trouver qu'il y avait une relation entre ces deux logiciels malveillants-là. Ils étaient en fait utilisés conjointement par le même groupe derrière. Donc, c'est ce qui a lancé qui nous a lancé sur la piste d'opération Windigo. En fait, les cibles d'opération Windigo, c'était des serveurs Linux. Et on a toujours été un peu plus intéressé par les logiciels malveillants qui ciblent des plateformes autres que Windows. C'est plus rare. On ne se cachera pas que la majorité des logiciels malveillants ciblent Windows. Et donc, on a la chance d'analyser des techniques différentes que ce qu'on voit dans notre quotidien. Et aussi, quand on publie nos recherches, ça remplit nos boîtes de courriel de plein de messages de gens, de fans finis de Apple ou de Linux,
qui nous envoient des bêtises en disant « Non, notre système d'exploitation, il est sécuritaire, vous n'avez même pas trouvé de vulnérabilité et vos recherches, ça vaut rien. » Donc, c'est toujours super divertissant de lire les commentaires à la suite de nos publications. Donc, ça, c'est le schéma final de Opération Windigo. Au total, il y avait environ une demi-douzaine de logiciels malveillants différents, tous créés pour être exécutés sur des serveurs Linux. On a confirmé des dizaines de milliers de serveurs qui étaient infectés par un ou plusieurs de ces logiciels malveillants-là, incluant des serveurs qui appartenaient à la compagnie cPanel et à la Linux Kernel Foundation, donc l'entité derrière kernel.org. Donc, pour faire ça un peu plus simple, l'opération Windigo, c'était basé sur 3 logiciels malveillants principaux. Il y avait Ebury, qui était la backdoor SSH, qui avait en plus un composant pour voler des logins, des mots de passe et des clés privées. Il y avait Seedort, qui était le module, le logiciel malveillant qui s'installait sur des serveurs web. Donc, il supportait Apache, Nginx et LightHTTPD. Et le troisième, c'était un script Perl. Ça, c'est assez rare de voir un logiciel malveillant écrit en Perl. Calfbot, son objectif à lui, c'était d'envoyer du spam. Donc, c'est vraiment l'infrastructure de contrôle d'un botnet le plus complexe qu'on a jamais vu. Je vous épargne les détails. On a un livre blanc, un document d'environ 70 pages qui détaille tout, disponible en ligne si vous êtes intéressé à voir les détails. Depuis cette époque-là, on n'a jamais revu quelque chose d'aussi complexe. En fait, ça nous a pris vraiment des mois et des mois à reconstruire, à mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble. Et je vous dirais que rendu à la moitié, là, on n'avait pas vraiment la certitude de bien comprendre ce qui se passait. Donc, après plus d'1 an de recherche, on a finalement compris assez pour pouvoir publier nos résultats. Et c'est à la suite de cette publication-là qu'un agent du FBI nous a contactés pour nous demander de travailler avec lui sur une enquête qui avait démarré de son côté. Donc, oui, toute notre investigation a mené à la cartographie de l'infrastructure derrière l'opération. Comme je vous ai dit, ce n'était pas quelque chose qu'on a pu automatiser, donc ça a été vraiment fait à la main de façon lente et méthodique. Mais dans le cas d'opération Windigo, ce qui était curieux, c'est que la majorité de l'infrastructure malveillante était en fait hébergée sur les serveurs qui étaient infectés chez les victimes elles-mêmes. Donc, notre liste de serveurs qui contrôlaient le botnet, c'était pratiquement équivalent à notre liste de victimes. Donc, on a pu transmettre cette liste de victimes-là au FBI. Ça a été très utile pour lancer vraiment les choses sérieuses parce que pour mener une enquête criminelle, ça prend une victime dans la bonne juridiction qui est prête à porter plainte. Donc, le FBI a fait son travail et a réussi à confirmer une des victimes qui était prête à porter plainte au criminel. Et nous aussi, en fait, on a contacté plusieurs de ces victimes-là, des fois carrément juste pour leur offrir notre aide parce qu'on voyait que leur serveur était compromis, des fois pour leur demander un peu d'informations techniques additionnelles pour mieux comprendre ce qui se passait. Dans plusieurs cas, on n'a eu absolument aucune réponse. Dans certains cas, on a eu même plus de coopération que demandé. On s'est même fait donner route sur un très, très gros serveur, à peu près sans le demander. Là, le niveau de confiance semblait être très élevé de la part de l'administrateur système à l'autre bout. Et petit détail à mentionner, Ebury, la backdoor SSH, qui volait des logins, des mots de passe, la façon qui fonctionnait, c'est que les informations volées étaient envoyées sur un serveur d'exfiltration et l'attaquant se connectait périodiquement sur ce serveur d'exfiltration-là pour prendre possession des données volées. Et un des serveurs sur lesquels on est devenu root, pendant 5 jours, on est tombé sur un de ces serveurs d'exfiltration-là. Donc, on a vu en temps réel des logins, des mots de passe, des clés SSH privées de nouveaux systèmes qui venaient pratiquement de se faire compromettre parce que leur mot de passe venait d'être fuité. Donc, d'un côté, on avait la liste des victimes courantes où le logiciel malveillant avait été déployé, mais on a aussi été capable de bâtir la liste des futures victimes qui venaient de se faire voler leur mot de passe. Et sur cet intervalle-là de 5 jours, sur un seul serveur d'exfiltration, parce qu'il y en avait plusieurs en activité en même temps, on a pu voir plus de 5000 comptes valides volés, dont 40 % étaient des comptes pour le nom d'utilisateur root.
Donc, imaginez, Opération Windigo, ça s'est étalé sur plusieurs années. Donc, la quantité de comptes auxquels les attaquants ont eu accès était vraiment phénoménale. Mais bon, on a envoyé ça au FBI aussi comme point d'information. Mais il reste encore une question à résoudre, c'était quoi le but de cette attaque-là? Hein? Est-ce que c'était juste voler des mots de passe pour infecter d'autres systèmes, pour voler plus de mots de passe? Hein? Il devait y avoir un motif derrière. Et on a vraiment passé du temps pour essayer de comprendre ça parce que c'est essentiel dans une enquête. La police va vouloir savoir quels sont les dommages réels qui ont été causés aux victimes. On veut essayer de chiffrer, comprendre c'est quoi les vrais dommages pour que la poursuite ait lieu de façon convenable. Et quand il y a de l'argent impliqué, mais ça peut permettre aux policiers de suivre la trace de cet argent-là pour peut-être éventuellement se mettre sur la piste des gens qui profitent financièrement de l'attaque. Et c'est là que notre analyse de Sea-Dork et Calfbot a été utile. Donc, Sea-Dork, je vous ai dit, c'est un module qui infectait des serveurs web et son objectif à lui, c'était de rediriger des visiteurs vers du contenu indésirable. Donc, il y avait une petite partie qui était des redirections qui étaient faites vers un autre logiciel malveillant, Boax, qui était spécialisé dans la fraude publicitaire. Mais l'ensemble, l'immense majorité des autres redirections, c'était vers des pages de publicité ou du contenu pornographique. Donc, ça, c'est pour Sea-Dork. Et pour Calfbot, on a en fait développé un faux bot qui réimplémentait le protocole de communication avec le serveur de contrôle. Et on a pu aller, dans le fond, interroger le serveur de contrôle pour lui dire donne-moi les prochaines tâches d'envoi de spam. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accumulé ça, puis on a pu étudier le spam qui était envoyé par Calfbot. Et dans le fond, tout combiné, on avait les redirections de Sea-Dork vers la pub et ce qui était envoyé comme spam par Calfbot, c'était principalement des spams de publicité vers des sites de jeux en ligne et encore une fois de contenu pour adultes. Autrement dit, la monétisation de Opération Windigo, de ce qu'on pouvait voir, c'était à travers des programmes d'affiliés. Autrement dit, il y a des propriétaires d'entreprises, de sites web légitimes qui ont payé les opérateurs d'Opération Windigo pour envoyer du trafic, envoyer des visiteurs vers leur site web, sans se douter que c'était du trafic frauduleux qui n'avait pratiquement aucune valeur. Donc, pensez-y, là, en une seule journée, on a vu des dizaines de millions de spams envoyés avec des liens vers ces sites web-là. On a vu jusqu'à 1 demi-million de redirections web. Donc, même si on pense que chaque redirection peut payer seulement quelques sous, mais juste le fait que les nombres sont tellement grands et ça s'est déroulé pendant des années, l'argent qui a dû se transiger était très, très important. Donc, nous, on a agrégé toute cette liste d'affiliés-là pour identifier qui payait pour recevoir du trafic d'Opération Windigo. Et on a donné ça au FBI et ils se sont mis sur la piste de l'argent. Parce que c'était des vraies transactions financières. Là, je le mentionne, les vraies victimes, c'est les gens qui avaient des serveurs infectés et qui payaient, c'est les gens qui payaient pour de la publicité, mais qui recevaient en échange du trafic frauduleux. Donc, après cette étape-là, ça a été très, très tranquille. On n'avait presque plus rien à faire. On gardait l'œil ouvert, mais on n'a plus eu de communication avec le FBI pendant plusieurs mois. Et on a fini par apprendre aux nouvelles qu'il y avait eu une arrestation en Finlande d'un suspect dans l'affaire d'Opération Windigo. Un citoyen russe qui s'appelait Maxim Senak. Donc, je vais juste prendre une petite minute là, pour parler de ça. J'entends beaucoup des gens dire « ça ne donne rien d'essayer de courir après des cybercriminels. Ils sont dans des pays où ils sont intouchables, c'est une perte de temps. » Mais c'est vrai, dans plusieurs cas, les gens, il n'y a pas de traité d'extradition, par exemple, entre la Russie et les États-Unis ou le Canada. Mais se faire accuser par les États-Unis, comme ça a été fait pour Maxim Senak, ça a quand même un impact majeur dans la vie de l'accusé. Ça veut au moins là, ça veut dire que la personne ne peut plus voyager dans une série de pays sans risquer de se faire arrêter, interroger et courir le risque de se faire extrader vers le pays qui a déposé les accusations. Puis en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Maxim Senak. Donc, le suspect a voyagé en Finlande en vacances pour aller voir sa sœur.
Et pendant son séjour, c'est à ce moment-là que les accusations ont été déposées. Donc, quand Senak a tenté de quitter la Finlande pour retourner en Russie, c'est à ce moment-là que les autorités finlandaises ont procédé à son arrestation et ont contacté les Américains. Et évidemment, les États-Unis ont fait une demande d'extradition auprès des autorités finlandaises. La demande a été acceptée et Senak s'est mérité un billet d'avion, elle est simple, vers les États-Unis pour faire face à la justice. Et il a plaidé rapidement non coupable à toutes les accusations, sans trop de surprise. Et c'est à ce moment-là que Issette est revenu dans l'enquête pour la dernière étape. Parce que un plaidoyer de non-culpabilité, ça veut aussi dire tenue de procès. Et pour tenir le procès, les avocats de la Couronne avaient besoin d'un témoin expert, quelqu'un qui pouvait expliquer à la Cour en détail comment Opération Windigo était bâtie. Et devinez à qui ils ont pensé? Évidemment, ils nous ont appelés pour voir si on pouvait dégager un de nos analystes pour aller dans le fond, briefer, former la Couronne et préparer un témoignage d'experts. Évidemment, on a accepté et ça a été un bon challenge. Vous vous rappelez du diagramme assez compliqué avec plein de petits nœuds là, que j'ai montré plus tôt, là? Donc, il a fallu expliquer tout ce diagramme-là à des gens qui ne sont pas des informaticiens. Pour vous donner une idée, pendant 2 jours, là, il a fallu commencer par la base. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Qu'est-ce que le protocole SSH? Qu'est-ce qu'un serveur web? Pour éventuellement en arriver à comment toute cette intégration avec la fraude publicitaire était faite et comment l'argent circulait dans tout ça. Et c'est important de le mentionner parce que faire de la super recherche au point de vue technique, c'est excellent, on en a besoin, c'est essentiel. Mais si on va aller à une étape plus loin, en tant que chercheur, en tant que professionnel technique, c'est important d'être capable de vulgariser, d'expliquer nos découvertes pour que les policiers puissent faire le travail et aller plus loin et arrêter des gens et pouvoir les faire juger. Et finalement, après toute cette préparation-là, le témoignage d'expert n'a pas été nécessaire parce que l'accusé a fini par plaider coupable à un ensemble réduit de chefs d'accusation. Donc, pas de procès. La pression a diminué un peu de notre côté parce que, imaginez-vous, là, on passe notre journée derrière un clavier à analyser des logiciels malveillants, à regarder du trafic réseau et tout. Et là, tout d'un coup, il faut se présenter en cours avec l'accusé, le Russe, dans le box juste à côté. Ça aurait été une expérience terriblement stressante. Donc, on n'a pas eu besoin de faire ça. Et au final, Senak a été condamné à 46 mois de prison ferme aux États-Unis. Donc, c'est tout à fait non négligeable. On était quand même bien satisfait de cette conclusion-là. Alors, pour terminer, pour enquêter sur des cas de cybercrime, c'est complexe. Ça nécessite plusieurs expertises mises en commun pour être capable d'avancer, de comprendre ce qui se passe. Et c'est pratiquement impossible de faire en isolation, en silo. Là, on l'a vu au cours de toutes ces années-là. J'ai beaucoup parlé de l'apport du secteur privé. En fait, j'ai juste parlé de l'apport du secteur privé dans des opérations conjointes avec la police. Mais c'est important de mentionner que les forces policières ont des pouvoirs exceptionnels qui sont évidemment hors d'atteinte pour une compagnie privée. Puis c'est parfait comme ça. On peut penser à des mandats de perquisition pour aller saisir des serveurs ou mettre en place de l'écoute électronique. Et les policiers ont aussi une expertise phénoménale pour la traque de l'argent, donc suivre les transferts monétaires pour identifier éventuellement les gens qui manipulent l'argent, qui vont profiter du crime. Et quand on y pense, c'est tellement logique, c'est tellement naturel que les experts techniques travaillent main dans la main avec la police pour mener des enquêtes comme ça, parce qu'on a tous le même objectif, hein, c'est de comprendre qui est derrière, qu'est-ce qui se passe en termes de cybercriminalité, puis d'essayer de mettre un frein à ces activités-là. Et je vais terminer avec un dernier point qui est super important, c'est la question de la confiance. On le sait tous, c'est essentiel en cybersécurité, l'aspect de la confiance. C'est encore plus vrai quand on travaille avec des policiers conjointement sur des vraies enquêtes. Le partenaire privé doit avoir un grand niveau de confiance que les policiers vont utiliser l'information qu'on leur donne à bon escient. Donc, qu'ils vont agir sur l'information et qu'ils ne vont pas la laisser fuiter à une tierce partie qui pourrait l'utiliser à son avantage. De l'autre côté, la police doit avoir une confiance très importante envers son partenaire privé
ne serait-ce que pour être certain que le partenaire privé n'ébruite pas l'existence même de l'enquête et fasse tout rater, tout dérailler à la dernière minute. Donc, un conseil, s'il y a des policiers qui m'écoutent ou des gens dans l'industrie privée qui ont envie de s'impliquer, le meilleur point de départ, c'est de commencer petit. Partager un petit peu d'informations ici et là et jauger de l'intérêt de l'autre partie. Et donc, aller graduellement bâtir le lien de confiance, puis éventuellement, le lien de confiance va être établi, puis la collaboration va pouvoir fonctionner de façon super fluide et avec un peu de chance mener à des résultats concrets. Alors, merci énormément de votre attention et on a du temps pour des questions. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions dans le système mis à notre disposition. Alors, merci.